Bonjour Ben, Salut Sophia, ça va? ça va super et toi? Ça va très très bien. Donc je me présente, je m'appelle Benjamin, je suis artisan chocolatier de la Fève à la Tablette et fondateur de la chocolaterie du Nouveau Monde. Et bienvenue sur Radio Bean to Bar, le podcast qui décortique l'univers du chocolat. Et je suis avec Sophia. Bonjour tout le monde, merci pour nous rejoindre. Je m'appelle Sofia Ornelas, moi je suis physicienne et maintenant je suis en formation d'apprentissage en chocolaterie avec la chocolaterie du Nouveau Monde. Merci pour être ici. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est très importante pour moi parce que c'est un peu mon origine. Moi, je suis mexicaine et on va parler sur un petit voyage que j'ai fait à Mexique il y a pas longtemps, justement pour aller regarder les producteurs de cacao et ramener un peu d'informations sur comment ça se passe à Mexique dans la production de cacao actuellement. Eh oui, on a pu suivre un petit peu tes aventures à travers les réseaux sociaux et puis les messages que tu nous envoyais avec des vidéos incroyables Les sur les photos. photos. Voilà, c'est ça, avec le cacao bien frais là, tu as pu le goûter Ouais. dans son état le plus brut. C'était Alors, incroyable. Et je ne sais même pas par où commencer parce que je vais vous parler un peu surtout que j'ai vécu. Et waouh, le goûter le chocolat frais, le cacao frais directement de la cabosse, c'est quelque chose de beaucoup mieux de ce que je pouvais attendre. Déjà, j'adore les mangues et les cacao que j'ai goûté, ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup aux mangues. hmm, Même une texture, je dirais un peu, c'était très chouette. Mais bon, par où commencer? ouais, moi je me souviens aussi, ben, quand on s'est revu une fois que tu es rentré de séjour au pays, c'est tout le caca, le chocolat également que tu as ramené en bean to bar un petit peu. Peut-être tu pourrais nous faire un peu une présentation générale de aujourd'hui où en est la filière cacao au Mexique, en tout cas de ce que tu as vu et ce que tu as pu avoir comme information. Enfin, ça, c'est un peu des thématiques qu'on va aborder dans l'épisode. Il y aura aussi tous les bean to bar, donc la filière cacao, les bean to bar, comment ça se passe aujourd'hui pour eux, parce que enfin, tu nous as ramené des quantités de diversité de produits comment dire, de chocolatiers. Oui. Il y a quand même un mouvement bean to bar qui est très présent là-bas. Enfin voilà, qu'est-ce que Exactement. Oui, bon, pour commencer, ça fait presque 5 ans que j'ai commencé à habiter en Europe. Alors, je m'ai détachée un peu du mouvement chocolatier à Mexique. Et j'étais très surpris de voir comment ça a évolué, comment ça a changé et comment ça a aussi, d'une façon, amélioré. Et j'ai trouvé un magasin que j'ai beaucoup, beaucoup aimé à Guadalajara, ça c'est la ville où j'habite, et qui est un peu comme une cave à chocolat. Et j'ai trouvé génial parce que c'est un projet super engagé avec soit les producteurs de cacao, mais surtout les chocolatiers Bean2Bar. Alors c'est une cave à chocolat qui vend que des Bean2Bar, ok. déjà, pour commencer. Il avait une quantité énorme, je ne sais pas si dire une centaine de tablettes différentes, Oh. peut-être même beaucoup plus, et surtout parce que c'est un endroit qui permet aux chocolatiers de lancer cette créativité. Tu peux trouver n'importe quel type de mélange, c'est tellement très intéressant. Mais par contre, je n'ai pas trouvé un mécanisme, une association qui gère le mouvement, comme il y a en France D'accord. Hmm. avec les Bean to Bar France. Ouais. Alors, ça permet que beaucoup de gens travaillent un peu de façon très différente d'un à un autre. Ça, c'est quand même très intéressant, mais on arrive à trouver un peu de mélange industriel et bean to bar. Ok. Des Ouais. industriels qui font quelques tablettes bean to bar. Et j'ai trouvé génial parce qu'il avait une quantité énorme de diversité, pas qu'en chocolat, mais aussi en créativité. Et par exemple, je vais vous montrer cette tablette que j'adore. Je crois que c'était mon emballage préféré. Ok. Ça, c'est une Ah. tablette d'une chocolaterie qui s'appelle La Broma de Théo. Déjà, je trouve ça super rigolo parce que c'est Théo Broma à l'inverse, mais Ouais. Broma, ça veut dire la blague. D'accord. Alors, Ah c'est ouais. un petit jeu de Ah mots en oui. espagnol, très chouette. Bon, on goûtera à la fin. Oh, tu veux goûter déjà? Comme tu veux. Je pense que vu ce que tu as ramené, ouais, je pense qu'on a au moins 6-7 devant. On peut commencer dès maintenant hein, pour un épisode spécial Mexique. Ouais, On plonge dedans directement. on Ouais. commence avec le chocolat. Ouais.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi bon, on l'a également en France, mais la diversité des emballages, du fait qu'il y a un mouvement quand même qui est du coup, pour un peu généraliser, enfin, comment dire, c'est très présent finalement le bean to bar là-bas. Très présent. Et du coup, il y a une espèce d'émulation au niveau des packaging et des diversités de formes, etc. Et moi, je suis assez bluffé par le niveau au Mexique. Et puis, tu as Mhm. déjà là-bas goûté, j'imagine, d'excellents chocolats. On va voir ce que Mhm. ça donne maintenant sur le plateau, tu vois. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas souffert beaucoup les changements de Oui, température parce que c'était très chaud. d'accord. Et où je suis allée, on était autour de 30 degrés. J'essayais de maintenir le chocolat à une température stable, mais c'est difficile quand même quand tu voyages pendant 30 heures. Ouais. Mais bon, j'étais surpris et d'un côté très très positif, mais aussi on va parler un peu sur toutes les problématiques que les producteurs et que les chocolatières retrouvent petit à petit et que par exemple avec le mouvement qu'ils commencent à voir de Bean to Bar et les menaces des prix des cacao qui commencent à voir, il y a beaucoup de chocolatières qui ne peuvent pas tenir la marche et qui commencent à fermer. Ok, donc Alors, là c'est un gros sujet là. Je pense que ça serait intéressant. Bon, là, tout va en même temps. On est excité, on a envie de tout dire, tout de partager tout, en même temps, mais il faut qu'on sorte cette structure. Peut-être comment on fait? On se déguste déjà un premier chocolat, puis après oui, hop, on relance la comme discussion. ça, on On lance va être, le cerveau. voilà. Déjà, il me semble que c'est emballé à la main. Oui, C'est ça très ressemble. joli, Ouais, en ouais. aluminium. Et du coup, alors voilà, si quand même en même temps que tu présentes la tablette, mais niveau conservation, pour le coup, l'aluminium, il a un certain intérêt pour la préservation de la température. C'est Et lisse, ça ouais, brille, ça vraiment, j'ai passé beaucoup de différentes des euh, tailles des variations. variations de température et je vois que ça a très très bien vécu. Je trouve ça très très positif. C'est une tablette très simpliste et j'aime beaucoup. Je trouve que tous les côtés artistiques, ils ont mis Ouais, dans l'emballage, où on a aussi un peu d'informations sur notre tablette. Et déjà, on observe que le couleur n'est pas trop foncé. On est dans une tablette 70% de cacao, d'accord. c'est 30% sucre. Il n'y a pas aucun type de lécithine de soya. Il n'y rajoute même pas beurre de cacao. Donc on a Et deux c'est ingrédients là. deux ingrédients. Après, l'origine du cacao, c'est Finca Frida en Tuxtla Chico. Ça, c'est la région du Soconusco, c'est dans le sud du Mexique. Ça s'appelle, la région s'appelle Soconusco, mais les délimitations gouvernementales, c'est Chiapas. Et beaucoup de chocolat vient de ces régions-là parce que c'est justement la région où les Olmecs ont commencé la domestication du cacao. D'accord. Alors, on a vraiment une question historique dans le sol qui permet d'avoir de très bons cacao. Et il nous donne l'information de que c'est fermenté et que c'est des amandes blancs. On va parler un D'accord. peu Ok. plus De sur ça. variété. Ok. Et Donc, ouais, vas-y. Il y a un petit côté humoristique avec deux petits visages qui sourient. La cristallisation, elle a l'air super bien. Hein. oui, oui, ça. Tablette très fine, là. Mhm. On a toujours Mm. 4 mm. Hmm. Je trouve un peu de fruits. Ah oui, complètement. Mm. C'est très, très riche. Non, il y a un fruit, mais Mm. Mais un peu des épices aussi. Il y a beaucoup d'arômes hmm, différents. Mm. Normalement, on part sur un chemin des arômes. Mais incroyable. Ils font très délicatement. Il n'est pas du tout épais. essence Il, beurre de cacao rajouté, c'est. hmm, il est gras, hein. Mhm. Mm. Très subtil aussi. Je trouve il y a zéro amertume pour le coup. Oui, c'est vrai. L'acidité, bon, bah, on est sur quelque chose de très léger aussi, mais qui ramène aux fruits. C'est une acidité un peu de fruits, mais c'est même pas. On n'est pas dans les agrumes du tout. C'est fruits rouges, légères. Un peu la fraise, je dirais. Ah oui, ouais, tout à Mhm. fait. Mm. En Wow. épices, ouais, une petite note de, je dirais, un peu cardamome, quelque chose de très,
mais subtil, quoi. Vraiment, tout en Mhm. finesse. C'est une délicatesse, ce chocolat. Vraiment À très déguster. surprenant. Ah Mhm. oui. Après, Et c'est ouais. 70%, et je crois que eux, ils peuvent facilement monter jusqu'à Ah, mais c'est 90. ça, exactement. J'allais dire, là, ça sert à rien de mettre autant de sucre. On aurait une expression encore plus enfin, Mhm. savoureuse, là. Un 80, Mhm. 85, 90, ça passerait très, Mhm. très bien, quoi. Et tout le monde pourrait le déguster sans réaction négative, Oui, disons, hein. oui, oui, c'est vrai. Pas d'amertume alors, pourquoi? Le seul Mhm. bémol, j'ai envie de dire, c'est il dure pas assez longtemps. J'ai envie d'y retourner trop, De prendre. très subtil. Donc du coup, à un moment donné, c'est sûr que c'est pas quelque chose de Oui. tonitruant comme on peut avoir l'habitude avec certains chocolats, quoi. Mhm. Ben Et merci. Ouais. je crois que ça, c'est une question de pourcentage de cacao, mais Mm. très, très bon. Pour démarrer, c'est vraiment une belle découverte. Ouais. Mhm. Et du coup, quand tu as acheté ces chocolats dans la cave à chocolat, au niveau conservation, après, tu avais les transports. Et parce que s'il fait chaud là-bas, est-ce que, je sais pas, tu avais un sac isotherme? Comment vous gériez la Alors, température? j'ai pas ramené. Bon, je vais montrer quelque chose. Hum. Et quand j'ai arrivé à Mexique, la première chose que j'ai fait, c'est je suis allée à Tabasco et je suis allée à visiter une chocolatière et de passage. C'était un peu par hasard et la personne était incroyable. Armando, il est une personne géniale. Et il est le chocolatière, bon, le fils de la chocolatière et de six chocolats. C'est un chocolat que j'ai trouvé délicieux aussi. Mais il était très gentil et il m'a donné ça. D'accord. Et ça, je le garde pendant tout mon voyage. Ok. Et chaque fois que j'ai acheté une tablette de chocolat, j'avais ça toujours dans ma poche et alors je le gardais ici, bien emballé. D'accord. Et pareil pour tous les voyages, mais c'est quelque chose que quand j'arrivais à la maison, je pouvais laisser mes tablettes à la maison et après, c'est quelque chose qui ne ramenait pas trop d'espace Donc, et c'est qu'après, je pouvais emballer. Si j'achetais 5 tablettes de chocolat, facilement, je pouvais les mettre. pour les personnes qui ne nous voient pas mais qui nous entendent, comment tu peux, c'est quoi? C'est une espèce de papier bulle Oui, d'aluminium, aluminium, quoi. exactement. Alors, D'accord. Donc je ça l'ai sert d'isolant. trouvé exactement. Ça stabilise les températures à l'intérieur. Mais ça, tu le mettais au frais Non, ou non? Par contre, non, et non. dans les maisons, enfin, où tu t'es arrêté, c'est climatisé quand tu dis laisser à Non, la mais maison? j'ai Non? laissé un peu à l'ombre, dans des D'accord, ok. endroits frais, Ok. et ça survivre. Ah ouais, bah ouais, moi je Je suis trouve que bluffé, c'était hein. pas Ouais. les situations idéales. Mais il y Comme a très peu chocolatière, de je devrais blanchiment, hein. faire mieux, mais Mm. oui, très peu blanchi. On va voir celui de Tabasco parce que c'était encore plus chaud là-bas qu'à Guadalajara. Mais en général, ils sont bien surveillés. Et bon, pour retourner un peu à la cave au chocolat, c'était super intéressant et ça a dénoté aussi, bon, moi je suis une folle des étiquettes, alors je voulais regarder toutes les étiquettes. Et ce que je trouve très bien est qu'ils disent toujours très spécifiquement d'où ça vient le cacao d'un Mexique. Parce qu'ici D'accord. en France, on a ce cacao, ça vient de El Salvador, ça vient de Costa Rica. Dans quelques chocolateries, comme dans les chocolateries du Nouveau Monde, on va mettre les noms de producteurs. Ouais. Mais là-bas, il y a encore ça va plus loin que ça, c'est vraiment la région très spécifique et la ville très spécifique. Alors, c'est très chouette parce que tu peux vraiment trouver des différents producteurs et des régions très similaires ou même des mêmes producteurs et dans 5 chocolatières différentes. Ouais. Et ça te permet vraiment de regarder très bien la différence, soit par région, et je trouve que ça permet encore plus de transparence. Et beaucoup de fois, on cache un peu ces côtés-là avec juste en mettant juste les pailles. Ouais. Et il y a un emballage que j'ai beaucoup aimé aussi. Je te racontais un peu de ces projets-là. On a déjà goûté ensemble. Je ne pouvais pas m'arrêter d'ouvrir quelques petites tablettes. Mais par exemple, ces tablettes de chocolat, j'ai beaucoup aimé l'emballage parce qu'il met une map avec les endroits super spécifiques d'exactement le producteur à laquelle ils s'achètent le cacao. D'accord. Et je trouve ça génial. Bah, ouais, ça illustre bien. C'est vrai que quand on connaît pas le pays ou même
ça permet de tout de suite avoir un point sur une carte et situer. Et puis voilà, c'est sûr que ça renseigne plus que juste un nom. Des fois, souvent, plus pour nous qui sommes en France, de citer une région ou un village ou un producteur, ça parle pas aux gens. Alors que là, quelque chose de visuel, on a tout de suite, on situe sur une carte et ça amène de l'information finalement concrète. Exactement. Concrète. Je peux l'ouvrir? Oui. Donc là, on a un étui, un petit peu, un papier, un peu, comment dire, on appelle ça, Recyclé, je sais ouais, pas. voilà, un peu brut, naturel, qui a du relief. Et puis on a un emballage aluminium, encore une fois, je pense qu'on en trouve pas mal au Mexique du fait de la chaleur, Oui. plus qu'en France, et qui est extérieur noir, intérieur aluminium classique. Et on a un chocolat, du coup là une tablette qui est plus épaisse que la première, qui est très plus épaisse, pardon j'ai déjà dit, et plus noire aussi, c'est ça que je voulais dire, qui est beaucoup Les plus couleurs foncé là. beaucoup plus Voilà, ouais. foncées. On est dans quel pourcentage de cacao? Alors, pardon, on est sur un 68%. Ok. Donc, un peu plus sucré encore que le premier. Qu'est-ce qu'on va voir comme information? Je vais faire ce travail Lecteur. de lecture, voilà. Donc, on est sur un micro-batch pure origine qui vient de l'Hacienda Jesus Maria. Tu m'excuseras pour la prononciation. Au Comalcado, Tabasco. Comalcalco. Ouais. C'est La la région de région que je Tabasco. suis visitée et je suis allée à visiter justement 7 producteurs. Ah, donc tu as fait vraiment de l'arbre à la tablette jusqu'à la dégustation. Alors, celui, c'est un chocolatière qui produit dans la ville où j'habite, que c'est, bon, d'où je viens, c'est Guadalajara. Mais c'est justement, quand j'ai vu, c'était assez joli. Ah, mon Dieu, je viens d'arriver de là-bas. J'ai trouvé génial, justement, pourquoi pas faire une autre chocolatière qui n'était pas les producteurs. Ah bah carrément, ouais. Et tu m'avais fait remarquer quelque chose aussi par rapport à la présentation au niveau de toutes ces informations, c'est-à-dire le producteur, la région, la variété, qui a fait Tostado, c'est la torréfaction. Torréfaction. Donc tu as même le nom de la personne qui a torréfié. Voilà, la date de conchage, la fermentation, le séchage, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et c'est présenté sous une forme manuscrite, c'est-à-dire que c'est des cases où quelqu'un a écrit joliment à la main les informations. Bon, après, ensuite, c'est imprimé, mais ça donne un style, tu m'as dit, qui ressemblait pour un alcool. Oui, alors c'est un format qu'on utilise beaucoup pour les mezcal, et justement pour dénoter que c'est un mezcal artisanal. Normalement, on utilise ces styles d'écriture manuscrite, surtout avec des signatures de les maestros mezcaleros, qui sont normalement les experts spécifiquement en faisant ce type de mezcal. Alors, j'adore qu'ils ont trouvé les façons d'adapter ça au chocolat. C'est trop génial. Ouais, donc on a vraiment un style hyper artisan avec un petit lien qui vient fermer l'emballage c'est un petit... non, sans colle, hein. Il y a zéro Oui, colle, sans c'est du spoil, ouais. pliage. Et enfin voilà, c'est très soigné. On dirait presque un petit livre au final du côté book. Voilà, je pense qu'on a fait une petite présentation extérieure. Maintenant, on va aller le parcourir dans les papilles. Je te laisse te servir. Hop, on a déjà fait les gourmands au final parce que tout début, j'ai des notes un peu salines. Et moins suave que je sais pas comment dire. Quelle dernière. Ouais. Moi, au tout début, je trouve beaucoup de sucre, mais petit à petit, je sens comme le cacao commence à cacher le sucre. On commence à voir un peu ce côté légèrement amer, mais très épicé. Je dirais, je sais pas si muscade, quelque chose assez Ah oui. foncé, épicé, qui saute. Ça, justement, cette fameuse note saline que je décrivais au début, j'ai tout de suite imaginé un plat salé en fait avec. Ok. C'est comme si ça allait vers quelque chose, ça irait bien dans une sauce, tu vois, pour finir un mollet ou quelque chose comme Oui. ça. Et Ça peut être un bon mélange, maintenant que ouais, tu l'as dit, ouais.
Parce que justement, il a ses notes très épicées, mais Ouais. qui tirent ouais, voilà, vers des épices qu'on utilise plutôt pour du salé, je trouve. À la fin, on a un peu cette texture au noix et ça sèche légèrement la bouche. Et puis un final très cacao, avec une pointe d'amertume pour le coup, enfin, qu'on sent bien même, Mhm. mais qui est agréable. Alors, je veux dire, ça reste très plaisant. Alors, c'est sûr que là, on est sur des niveaux de sucre assez élevés par rapport à ce qu'on déguste, mais ça passe bien. Il est très très bon, hein. Ça reste un chocolat qui est identitaire dans le sens où, enfin, ça se démarque complètement Oui, de ce qu'on trouve en supermarché, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Là, nous, on essaie de mettre des mots, mais ça reste très savoureux, unique, et oui, c'est toujours hyper intéressant, quoi. super. Et je suis impactée avec la comparaison des couleurs qu'on a entre les Ah deux oui, tablettes. Je vais juste les montrer un peu aux camarades parce que c'est vraiment rien à voir. On a une couleur dans un côté très marron, légère, presque rouge, et dans l'autre, on a presque noir, un marron très foncé. Je vais juste le montrer ici. Je ne sais pas si avec la lumière, ça c'est un temps, mais bon. Et oui, bon, je vais utiliser cette tablette pour revenir un peu de voyage à Comalcalco. Et comme je disais, j'ai eu la chance de connaître Armando de Six Chocolat. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec une personne incroyable qui est la personne qui dirige la Hacienda RC. Et ça, c'est Ruiz Cruz. Et elle s'appelle Viridiana. Et c'est une femme géniale qui a un projet de récupérer la ferme de son père et grand-père. C'est une production qui a eu lieu depuis les années 1950. Et après que son père a décédé, elle a décidé de prendre la ferme et la faire remonter en termes de cacao. C'est un endroit où ils font un peu de cultif de cacao, mais aussi des oranges, des mamey, des guanabana, de beaucoup d'autres fruits, d'accord. pas que le cacao. Et pourquoi ils le font de cette façon? C'est parce que depuis les années 1950, c'était pas possible survivre Ouais, qu'avec la ouais. vente de cacao. Alors, ils devaient mettre des arbres autour, oui, pour donner l'ombre au cacao, mais aussi pour avoir un peu d'argent qui bouge tous les saisons. Mm. Et c'est la raison pour laquelle ces arbres fruités ont commencé à être cultivés chez ces producteurs. Mais maintenant, c'est quelque chose qui donne beaucoup de richesse à les cacao qu'ils font. C'est aussi, oui, je ne sais pas comment le dire, c'est ferme, le bon mot, pour un cultif de cacao. Excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, c'est ferme, ça c'est le bon mot pour un cultif de cacao. Une ferme? Oui, 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 oui. on peut dire ça, oui. Oui. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que tu commences à marcher dans les fermes et tu as vraiment toute une culture hyper variée, mais où il y a aussi plein des animaux. Il y a des singes de différentes familles qui habitent là-bas et qui bougent entre différentes fermes aussi. Et on va dire que c'est vraiment un peu la nature. Ah ouais, Oui, ouais, c'est une c'est un côté production. sauvage, hein, finalement, un peu Exactement. semi, enfin, ouvert sur la nature. C'est pas comme nous avec des vergers ou des prêtres vraiment. Enfin, on a complètement domestiqué la nature. Là, il y a une Mhm. espèce d'harmonie, si j'entends bien, avec Oui, le sauvage, oui, oui. et les deux communiquent, et ils sont tout à fait à l'aise avec ça, en fait, quoi. Exactement. Et surtout, ça permet d'avoir des choses très spéciales Mm. dans chaque lot de chocolat qu'ils produisent parce que justement, si c'était cultivé ou si la carotte a commencé à grandir pendant la saison des orages, ça va avoir un goût différent. Ouais. Et ils ont beaucoup, beaucoup de fruits. Pendant que le marché, on a trouvé des bananes, on a trouvé les achiotes. Bon, déjà, on va parler un peu sur ça aussi, mais c'est vraiment une région très, très riche en variétés végétales. Et même dans ces fermes en particulier, j'ai trouvé beaucoup de richesses. Et c'était une rencontre incroyable parce que Viridiana a nous parlé
pas que sur le côté joli Oui. de la production de cacao, mais aussi elle nous parlait beaucoup sur toutes les problématiques que comme producteur il se trouve. Et c'est déjà par exemple tout qui est les différentes maladies, tout qui est les crimes organisés au Mexique, parce que ça commence à arriver aussi, et tout qui est les vols en petite escale de cacao. C'est quelque chose que je n'avais pas dimensionné assez forte comme j'étais capable de me raconter là-bas. Et pendant qu'on marchait, par exemple, pour voir les cacaos, dans ce moment, en dessous d'un arbre, et tout est raconté qu'il avait beaucoup de cabosses ouvertes sur le sol. D'accord. Et il m'expliquait que vraiment, les gens rentraient parfois dans la nuit, ou pleine journée, et ils sont des fermes très grandes, les propriétaires coupaillent très Oui. partout. Et qu'ils rentrent, ils s'assient, ils commencent à prendre les différentes cabosses de cacao, ils ont les seaux, ils s'ouvrent là-bas, Comme les chez eux, cabosses, quoi. comme chez eux, et Aïe, ils aïe, se aïe. Ouais. écabossent directement Ouais. là-bas, et après, hop, ils prennent Allez, les je te seaux, laisse les cabosses vides. et ils laissent les cabosses même pour qu'ils continuent à fermenter les sols. Tu sais, c'est D'accord. vraiment un problème très haut Ok. qu'ils doivent confronter tous les jours parce qu'il faut avoir des chiens, par exemple, qui Ouais, qui te dit, aboie pour faire ah, il y peur. a Ouais. des Ouais. gens, le producteur doit être tout le temps en train de chercher pour les gens qui peuvent essayer Ah de ouais. rentrer. Et bon, c'est des efforts qui peuvent aller faire les cultives de cacao, mais qui se perdent dans les efforts de pas Hmm. être volés. Ah, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui, selon toi, expliquerait finalement cette hausse de la criminalité? Il y a bien une raison, puisqu'avant ça n'existait pas Oui. autant. Et c'est dans un côté les montes des prix du cacao, mais dans un autre côté qui est très très importante et que je crois que c'est là qu'on doit se concentrer et beaucoup de vendeurs de cacao qui achètent des cacao volés. D'accord. Alors là, on parle de qu'est-ce qui passe avec la traçabilité. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il y a une quantité énorme de cacao qui arrive à se vendre d'une façon légale, qu'on ne sait pas d'où ça vient? D'accord, ok. Ça veut dire que là-bas, il doit y avoir beaucoup de sourceurs, beaucoup d'industries ou d'autres producteurs peut-être moins euh, Scrupuleux, enfin honnête. scrupuleux Ouais. ou honnêtes qui achètent des cacao volés. D'accord. Et ça, c'est un grand problème parce que les prix des cacao, maintenant que ça commence à monter, les prix des cacao, ça s'appelle cacao en baba ou cacao frais, et ça commence à monter aussi. Et juste pour donner un peu de chiffres, le cacao fermenté à Mexique de bonne qualité, c'est entre 15 et 20 euros le kilo, acheté directement au producteur. Frais. Alors, non, non, Ok. fermenté. Fermenté, excuse-moi, fermenté. Fermenté. D'accord. Alors, de très Ok. bonne qualité, déjà fermenté, et c'est directement avec des producteurs. Ça descend jusqu'à 13, 14 euros quand il y a une bonne relation déjà avec les producteurs et D'accord. l'achat, c'est une grande quantité. D'accord. En comparaison, les cacao pas fermentés, et ça veut dire en boule que c'est entre 8 et 10 euros le kilo. Juste séché, quoi. Séché. Ouais. Lavé et séché. On Ok. l'appelle lavé et c'est le cacao qu'on utilise en général pour les boissons plutôt quotidiennes. D'accord. Ou pour les cacao de table, pour les chocolats chauds, etc. Alors, on l'utilise quand même beaucoup et c'est pour ça que le prix est aussi assez cher. Entre 8 et 10 euros, Ouais. c'est assez cher quand même. Et les cacao frais, c'est autour de 4 euros. Ouais. C'est vraiment cher si tu Ouais. considères qu'il faut encore faire tout un procès après, et même si c'est de fermentation, de lavage, de séchage, Ouais. etc. Alors vraiment, pour quelqu'un qui veut oui, faire un peu d'argent, une problématique très grosse, c'est que le salaire minimum par jour à Mexique, c'est autour de 10 euros. Ok. Alors, si tu arrives à vendre 3 Ah kilos de oui, cacao d'accord. Hein. frais, tu Tu vas fais ta gagner journée. plus Ouais. que si tu avais travaillé la Ok. journée avec le minimum. D'accord. Ouais, ouais. C'est vraiment ce point crucial, je pense, de l'inflation, enfin, de la montée Oui, des prix.
qui poussent au crime parce que voilà, c'est de l'or blanc, brun, toutes les couleurs. On en Exactement, parlera. ouais. Et donc, bon, bah, c'est à la fois, il y a un côté, bah, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que d'un côté, c'est mieux pour les producteurs, ils ont une meilleure valorisation de leur production. Et là, ça Exactement. vaut le coup aujourd'hui de faire du cacao et c'est revalorisé, etc. Et en plus, avec les filières bean to bar, ben, ça permet de vendre plus cher et donc d'avoir Mhm. vraiment une vraie valeur sur son travail. Après, bon, voilà, le problème, c'est la misère et c'est tant que, enfin, c'est partout comme ça, hein. Dès qu'on crée de la misère, on crée du crime au final, quoi, hein. Donc Exactement. là, l'idée, c'est de pouvoir, j'espère pour le Mexique, de rehausser le niveau de vie, et que tout le monde puisse vivre dignement sans avoir à voler, quoi. C'est l'idée et une autre problématique très grande qu'il se trouve, le producteur en général, et c'est que c'est très difficile de trouver des gens qui vont travailler et les cultiver. Ah oui? Et j'écoutais que ça c'est un problème en général dans toute Latine-Amérique, mais bon, j'ai très bien compris rapidement ce problème au Mexique parce que l'endroit, spécifiquement en Comalcalco et en général en Tabasco, où il y a du cacao, il y a aussi du pétrole. Alors, tous les gens préfèrent aller travailler le pétrole D'accord. pour surtout toutes les prestations gouvernementales qui ça donne que travailler le cacao. Ah ouais. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là-bas parce que beaucoup de producteurs préfèrent de vendre les cultifs, la terre au Ah oui. gouvernement Mmh. pour le pétrole que les travailleurs. Et après, on a toutes les autres problématiques dérivées de qu'est-ce qui passe si le pétrole est mal travaillé et ça peut Ah ouais, polluer pollution, aussi. ouais. Alors, c'est vraiment un défi Ah très oui. grand qu'il y a dans ce moment où il faut vraiment se battre et vraiment défendre la terre dans ces régions. Et après, il y a les côtés, la vie de chaque personne. Et bon, si ça fait 3 ans, si personne veut payer pour les cacao, c'est Ouais, difficile de le vendre. ouais. Maintenant, c'est bien que les prix commencent à augmenter Ah oui, ça dans valorise ces la terre. côtés. Ça valorise Ah la ouais. Ah terre. oui, oui. Bon, bah voilà, c'est ouais, comme dans toute situation un peu extrême. Oui, Et il y a des résultats extrêmes, mais dans les deux sens. Donc, bon, bah, ça, ça la valorisation de la terre, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, oui, au niveau de. Ça, de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit avec d'autres chocolatiers Bean to Bar, c'est que à partir du moment où les prix explosent, forcément, ça pousse les gens à cultiver le exactement. cacao. Donc là, ce qui va se passer, moi, mon pari, c'est que au niveau de la filière, bah, il y a beaucoup de producteurs qui sont en train de planter ou qui vont planter. Enfin, c'est mathématique, hein, c'est mécanique, on va dire, Oui, hein, oui, avec une oui. inflation aussi forte. Et donc 4, 5 ans, 6 ans, allez, on va avoir une explosion de production de cacao. Bon, ah, sauf grosse catastrophe climatique, Oui, mais j'espère que tu as raison, ouais. moi je vois plutôt ce pari-là et on verra aussi. J'espère aussi que les prix bon, seront stables déjà pour tout le monde, au moins la Ah, ça a commencé stabilité. à descendre, t'as vu? Non, j'ai pas vu. Ok, d'accord, Première fois dans quelques mois, ça d'accord, commence à se stabiliser. ok, parce que ça avait remonté il y a allez, 2 mois. Ouais. On était à un nouveau pic et là, bon bah ça redescend. Bon après voilà, l'idée c'est, moi ça me fatigue un peu ces histoires de Oui, montée et descente, c'est assez complexe pour nous à gérer, même en bout de chaîne finalement. ouais. Mais ouais, moi j'espère un prix fixe en fait où ben moi c'est mes rêves utopiques où finalement et le producteur il est content et le chocolatier il est content et on n'est pas là à faire enfin ça peut vraiment ça a tellement augmenté là pour donner un ordre d'idée pour rappel ça a pris ouais fois 4 fois 6 selon sur le cours de bourse Oui, selon les moments et puis quel type de cacao aussi parce que voilà on met tout dans le même panier mais il y a vraiment une grande différence entre les qualités et donc voilà c'est assez difficile à gérer donc voilà. Très bien pour ce point, donc ça tout ça tu l'as vu avec cette productrice qui t'a oui, raconté tout ça, tu Viridiana. l'as vu en plus de tes propres Oui, yeux après, je l'ai vu aussi avec des autres producteurs et ça, c'était ma première rencontre. Alors, je trouvais que c'était la plus ah choquante oui pour ouais moi. C'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux. Après, je suis visité une autre ferme qui s'appelle La Candelaria. Et ça serait quelque chose comme les chandeliers, si on les les traduit. chandeliers ok Oui, quelque chose comme ça, oui, La Candelaria. Et là, c'était une autre vision très, très, très différente parce que c'est une ferme beaucoup plus grande. Viridiana, dans la ferme RC, elle a autour de 3 hectares.
Et après, quand on est allé visiter la hacienda et la Candelaria, c'est autour de 15 hectares. D'accord. Il a vraiment 20 hectares, mais il a 15 vrais hectares qui produisent le cacao. Alors, on parle de que la production est déjà, il y a beaucoup de temps que lui, il travaille la terre, alors c'est beaucoup plus foncé. Il arrive à sortir des quantités tellement énormes qu'il peut faire beaucoup de différents expériments. Et ça que j'ai trouvé génial avec lui, et lui, il s'appelle Erwin, et il était très, très content aussi de partager tout son parcours, et surtout, j'ai trouvé génial qu'il avait très hâte de faire des expériments. Et par exemple, et il m'expliquait sur son expériment de séparer un pourcentage de mucilage, alors de la baba, et fermenter tout le reste. Et comme il a une quantité énorme, il arrive à sortir entre 30 et 40% et de toute façon faire la fermentation de ces fèves de cacao. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans une petite escale parce que si tu n'arrives pas à faire monter la quantité, la température, tu ne peux rien faire. Lui, comme il a tellement, il a beaucoup qui sortent partout, alors toute l'année, il va voir ses boîtes presque pleines. Pas toute l'année, mais pendant toute la saison, il va voir ses boîtes presque pleines. Et c'est avec lui que j'ai eu la chance de goûter le mucilage congelé, un peu comme si c'était du frappé. Quelque chose d'incroyable. Et après, il a nous donné une boisson très typique de Tabasco qui s'appelle pozol, que c'est cacao lavé et maïs. Et on a commencé à rajouter les mucilages congelés, mais quelque chose d'incroyable. Et bon, lui aussi, il avait une variété de cacao. On était dans une petite motocyclette adaptée qu'il a fait pour pouvoir ramener les gens dans les cultifs. Excellent. Très loin et un peu partout. Et il avait aussi surtout des arbres madérables pour les arbres qui donnent l'ombre. Et alors des bois, des arbres qui donnent bois. Comme Viridiana, il avait des fruits. Lui, il avait des arbres qui donnent bois pour la construction, on va dire. Alors, c'était des arbres magnifiques, super, super hauts. Et on était dans la motocyclette. Ah oui, ça c'est une sangre de Cristo, une variété de cacao. Ah oui, et ça c'est un amelonado. Et ça c'est. Et tu pouvais regarder vers le loin comme il avait vraiment un plan différent après un autre. Et après, on a passé aussi par les petits cultifs des nouveaux plants de cacao et il a nous expliqué comment il sélectionne les plants qui produisent le plus ou les mieux ou qui survivraient le plus facilement et comment il les sélectionne pour les recultiver et planter chaque fois qu'un arbre va commencer à mourir. Et bon, c'était une expérience aussi très, très, très chouette. Il fait pas beaucoup de chocolat, mais le chocolat qu'il fait, ça s'appelle le chocolat de mesa, ça c'est le chocolat de table. Et j'ai trouvé génial, c'est 100% de cacao. C'est vraiment que des cacao brut et c'est un broyage très, très simple dans une machine au maïs. Mais je trouvais génial que même avec quelque chose assez simple, il a mis un peu de créativité dedans et c'est une tête de mort. Comment on dit j'ai oublié le nom. Una calavera, tu peux l'ouvrir. Donc c'est lui. Attends, je vais juste enlever. Finir pour le froissement. Voilà. Ok, ouais, alors, du coup, non cristallisé, oui, c'est brut. C'est un producteur de cacao qui vend un pot de chocolat. Il n'est pas du tout chocolatier. Il ne s'intéresse pas pour être chocolatier. Il veut partager avec les chocolatiers parce qu'il s'intéresse beaucoup et surtout cette expérimentation et sur des renouvellements. Et il avait, je ne sais pas si dire, 100 batchs différents qu'il m'expliquait. Ici, c'est un projet avec un garçon qui vous cher
cacao avec une autre méthode, alors on va le laisser faire un expériment, et c'est lui, et alors Ah c'est oui, très quelqu'un qui est ouvert à la recherche, quoi. super ouvert, Ah ouais, ouais. j'ai trouvé génial. Et du coup, si je comprends bien, lui, bon, il a juste une petite machine pour faire de la pâte de cacao. Ça lui permet de goûter aussi, j'imagine, un peu. Il aime, je suppose, goûter les batchs pour se rendre compte Oui, de. oui, oui, et il boit couramment tout le temps pot de sol parce que c'est une boisson très, très frais. Et bon, je ne vais pas rentrer beaucoup à le climat du Mexique, surtout de ces régions, mais c'est chaud. Ok, C'est très, très d'accord. chaud. C'est quoi, pot de sol? Et le pot de sol, c'est une boisson un peu comme les tascalates, ça qu'on va boire, mais sans les achiotes. Alors, le pot de sol, c'est D'accord. vraiment du lait, cacao et maïs, mais ça se boit frais. Très, Ok, très froid, d'accord. parfois même avec des glaçons. Et lui, par exemple, il est là-bas, le mucilage Bah oui, lui, alors il c'est le son sucre, mélange. en fait, quoi. Exact, c'est Ouais. son sucre Ah, excellent. personnel. Ah, Waouh, il se met c'est bien. génial. Et il a son maïs aussi, parce qu'il cultive des maïs aussi avec le cacao. C'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Il a un petit Ah cultif, mais je oui, ouais, trouve il fait son génial. propre maïs pour Et son oui, mélange. et oui. Alors, Il est autonome. ses façons de goûter, c'est à travers des choses qu'il boit couramment. Ouais, ah oui, oui, excellent. Et ça fait rêver. Mais du coup, il a une équipe avec lui, je suppose. Oui et non, il m'a beaucoup expliqué aussi de la difficulté de trouver des gens qui voulaient travailler. Alors, il a deux employés de confiance et le reste sont employés Saisonnier qui un peu. arrivent, oui, mais il m'a dit que les seules façons de trouver des gens qui vont travailler avec toi, c'est être super tolérante avec toutes ces façons de travailler et que si un travailleur n'a pas envie d'aller un jour, tu peux rien faire, Ah il va ouais, pas à ce venir. point-là, ouais. Et alors, il faut juste attendre que les jours suivants, il va venir. Alors, il a deux travailleurs de confiance qui vraiment sont là avec lui, etc. Mais tous les restes, ils sont des travailleurs qui arrivent parfois et qui parfois n'arrivent pas. Et il m'a dit, il faut de toute façon sortir le travail. Et si on a personne pour venir, moi, de toute façon, je dois aller vérifier qu'il n'y a pas personne en train de voler le cacao. Et il a aussi son fils le plus grand qui lui aide. Il a beaucoup d'autres enfants, mais ils sont beaucoup plus petits. Alors, ils ne peuvent pas vraiment Ouais, travailler. Et sa femme, elle fait surtout le côté chocolat. d'accord. Mais bon, c'est aussi la complication Ouais, d'un c'est un secteur travail de fou, et tu hein, ne peux ouais. pas avoir des travailleurs de confiance. Ah ouais, ouais. Oui, alors c'est ces difficultés où il se trouve et c'est justement que comme il sait qu'il a un endroit très très grand, il sait que c'est très facile de rentrer à le voler. D'accord. Aussi parce que dans son cultif, tous les secteurs sont un peu séparés. Oui, Il a c'est parcelle acheté un des peu. différentes parcelles Ouais. qu'il puisse, mais justement, il faut vraiment je sais pas si aller 5 minutes dans son Direction. direction, 5 autres, D'accord, et ok. juste pour arriver. Alors, Différents ça doit être endroits. Ouais. difficile à maintenir. Et du coup, tu as vu, donc il fait ses propres renouvellements de plants avec ses propres sélections. Donc il a une petite Exactement, pépinière, comme on appelle. exactement. Et il t'a expliqué, j'imagine, un petit peu, parce que paraît-il, en fait, le cacao étant très facilement pollinisé, donc il y a toujours un gros brassage variétal. Donc pour sélectionner, Mhm. j'imagine, ça va pas être simple, quoi. Et, oui et non, ça c'est super intéressant parce que comme je disais, le climat est très très chaud et la température, désolé, l'humidité est très très humide. Alors ils ont un gros problème avec tous les moustiques. Ok, Mais il y a une moustique, entre moustique et moche, c'est vraiment une moustique, mais très très petit et qui est très présente toujours quand c'est chaud, qui pollinise le cacao. Alors d'accord. ça facilite beaucoup la pollinisation. Et c'est super intéressant parce que dans la région en général, ils se sont racontés qu'ils ne peuvent pas utiliser aucun type de pesticides, en général pesticides, mais surtout des pesticides Des insecticides? Ouais. chimiques. Ouais. Oui, pesticides, c'est Ah oui, oui, insecticides. c'est ça. Il y a Non, aussi pas. pesticides, oui, pour tous les pestes. T'as Parce aussi, que ok. Même les les plantes, pesticides qui ouais. s'utilisent pour les plantes, Ouais. ça tue ces D'accord. Ah moustiques ouais, ils sont parce que trop c'est fragiles. super, sont Ok. trop fragiles. D'accord. Alors, c'est déjà un compromis évident. Ok. Et même si tu veux Hmm. l'utiliser, tu ne peux pas parce que si tu tues ces moustiques, tu ne peux pas faire la pollinisation. Et D'accord. c'est cet insecte très spécifique qui facilite la pollinisation au Mexique et surtout dans ces régions. Ok. Ouais.
Ah bah ça, ouais, bah c'est une bonne nouvelle ça, Oui, que finalement le naturel il va de soi et il est même obligatoire. Donc oui, oui, ça c'est oui. Si tu veux c'est bien. avoir les cabos de cacao, tu Ouais, ne peux pas utiliser tes pesticides ouais. chimiques. Et alors du coup pour entretenir sa parcelle, ses parcelles, c'est énormément de travail, hein, j'imagine. Énormément, Ah et ouais. parce que les seuls pesticides qu'ils peuvent utiliser, c'est un mélange qui se fait avec les cabos je me rappelle plus le nom, mais je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est un pesticide naturel qui se fait à partir de la cabosse et pour fertilisant aussi. C'est tous les restes de matière organique qui s'utilisent comme fertilisant. Mais chaque type de maladie différente va avoir une façon de la travailler différente. D'accord. Alors, dans le travail aussi, il faut tout le temps regarder avec beaucoup d'attention les différents arbres et qu'avec Erwin et avec ses producteurs, et on a eu la chance, par exemple, de rentrer un peu dans une de ces parcelles et il a commencé à voir, ah, là-bas, ça c'est la moniliasis. Attends, est-ce qu'on va trouver, et on a trouvé par exemple un endroit contaminé de moniliasis et on D'accord. a réussi à voir aussi par exemple la pourriture noire. Et avec la pourriture noire, c'était super intéressant parce que c'est, juste pour un peu d'information, et la pourriture noire, c'est une maladie qui affecte les cacao, qui est un problème très très grand, soit en Afrique, mais aussi en Asie et aussi en toute Latine-Amérique. Et la monoliasis, il me semble que c'est plutôt une maladie en Amérique latine, les cacao. Mais la pourriture noire, ce qui est très intéressant, c'est que ça commence avec la cabosse petit à petit. Ce D'accord. que ça va faire, c'est la rendre dure. D'accord. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ça ne va pas affecter l'intérieur. Le problème, c'est que si ça devient dur, tu ne peux pas l'ouvrir Ah ok. pour sortir les D'accord. fèves. Ok. Et ça va finir pour pétrifier toute D'accord. la cabosse. Ok. Et alors, quand ça commence, ça qu'ils font, beaucoup de producteurs, c'est séparer ces cabosses pour essayer de récupérer les fèves, pas pour la fermentation, mais pour les cacao lavés. D'accord. Justement pour éviter qu'il y ait une contamination de maladies. Mais dès le moment que tu vois qu'il commence à avoir la pourriture noire, il faut commencer à retirer tous les cabosses, n'importe la taille, n'importe l'âge de l'arbre. Il faut commencer à retirer chaque cabosse par cabosse parce que ça se contamine d'arbre en arbre. Ok. Et c'est avec lui qu'on a réussi à avoir un chemin où on a commencé à, ah, là, il y a une cabosse. On a commencé à chercher, ah, là, il y a plusieurs. Ah, là, et tu commences à voir les arbres, comment ils se contaminent. Tu peux vraiment D'accord. tracer les façons comme la maladie a commencé à contaminer. Et bon, c'est un travail énorme d'être tout le temps en train de voir, parce que même quand tu as beaucoup de variétés, parfois il avait des cabosses complètement rouges qui semblaient presque noirs. Ah bon, mais il faut savoir différencier. Ah Attends, oui, ça là, c'est ouais. pas la Ok, maladie pour ouais. te retourner. Ouais. Ça c'est les couleurs. C'est juste parce que c'est très jaune, alors c'est très petit, c'est très concentré. Mais c'est pas la pourriture Ouais. noire. Et oui, il faut être très attentif. Ah, c'est dingue. Mais il doit passer sa vie dans les plantations. Oui, Ouais. oui, oui. Les jours. Et du coup, un petit peu les conséquences enfin, moi, là, je reviens un peu sur la filière en général par rapport au bean to bar. Tu disais au début de l'épisode qu'il y a aujourd'hui des bean to bar au Mexique qui doivent fermer pour deux raisons. Il y a le prix du cacao qui a flambé. Et Mhm. puis, il y a aussi la disponibilité du cacao. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as constaté par rapport à ça? Oui, et même j'ai regardé un peu de chiffres juste pour pas dire des bêtises. Et alors je vais juste aller tourner. Mais déjà, ce que me racontaient quelques producteurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à produire suffisant pour la consommation mexicaine. Déjà, Mexique, c'est un pays qui historiquement, on consomme beaucoup, beaucoup de chocolat. Et même avec le fait que les industriels substituent beaucoup de cacao par des cacao en poudre, ou oui, on a changé beaucoup le beurre de cacao pour l'huile de palme, etc. La quantité de cacao qui est consommée dépasse par beaucoup la consommation, la production nationale et que par exemple ici en 2016, la consommation de cacao c'était autour de 60
000 tonnes et la production autour de 27 000 tonnes. Ah oui, un énorme écart. Donc, en vrai, il y a beaucoup d'importations déjà, alors que c'est un pays producteur, quoi. Exactement, Ok. exactement. Ça a beaucoup amélioré de toute façon. Et en 2024, j'ai trouvé qu'on avait autour de une production de autour de 38 000 tonnes. Ah oui, ils ont Alors, ça bien améliore progressé. Ah oui, oui, ouais, beaucoup ouais. et on parle de, bon, c'est quand même 8 ans de différence, Mm, mais ça n'arrive pas encore à suffire mm. pour la consommation National. nationale. Et ce qui est dingue, c'est que en même temps, il y a quand même une certaine quantité d'export. C'est-à-dire que ça se trouve Exactement. finalement, je pourrais dire que la plupart du chocolat consommé, même la très grande majorité, est même pas du Mexique, mais vient bah, je sais pas, je suppose, hein, mais qui vient de l'étranger et une belle partie qui s'en va, quoi. Mhm. Allez, Oui, export. on a beaucoup d'importations, par exemple, d'Équateur, et de Colombie et de République dominicaine, mais Côte d'Ivoire et Ghana sont aussi présentes dans Ah l'importation. ouais, d'accord. Ah, Mais quand c'est même, dingue. Équateur, ça c'est notre plus grande. Ok. Alors, déjà, je m'imagine que pour les rapprochements au Équateur, mais c'est justement ça. J'avais très envie d'acheter un cacao d'une ferme dans laquelle on est allé, qui s'appelle Hacienda Las Dalias. Et déjà, je vais me permettre l'exemple. Ça, c'est un chocolat de ces fermes, Las Dalias, mais c'est fait par le chocolatière Yangala. Et c'est un projet Pintubar qui a commencé depuis très longtemps. Pour ça que dans la cave à chocolat, ils m'ont raconté, c'est un des premiers projets qui ont commencé. Et c'est une personne qui est très, très engagée avec la fermentation. C'est justement ça que j'ai cherché, alors j'ai trouvé très intéressante. Et, j'avais très envie d'acheter le chocolat de ces productrices parce que c'est un projet que je trouvais très intéressant. C'est une productrice qui travaille avec des femmes productrices de cacao. D'accord. Bon, oui, tous les travailleurs, ils sont des femmes. C'est une ferme qui est beaucoup plus neuve, mais qui est très intéressante parce que c'est quand même une famille toute la famille produit des cacao. Et alors, c'est 4 frères et sœurs qui ont une parcelle chaque. D'accord. Et chaque parcelle a un style complètement différent de l'autre. Et chaque Excellent. enfant, on va dire, le travaille de façon complètement alternative. Et la ferme de ces femmes, c'est la ferme la plus jeune. Elle a presque uniquement des arbres d'amandes blancs. D'accord. C'est quoi les amandes blancs et les amandes tanines ou violettes? On va parler un peu plus tard pour approfondir, mais ça va être l'amertume de la cabosse. On a beaucoup de variétés de cacao aujourd'hui et normalement, quand on a une amande plutôt blanc, ça veut dire qu'il y a moins de tannines, oui, comme dans les vins. Quand on a une amande violette, ça veut dire qu'il y a plus de tannines et D'accord. aussi comme le vin. Alors, Ouais. c'est vraiment variété. On peut C'est les un peu relationner les raisins blancs et les ah raisins ouais, c'est ça, ouais, rouges. c'est le vin blanc du chocolat, quoi. Exactement, exactement. Alors, je trouvais très intéressante parce que ça, c'est une amande très, très blanc. Et je voulais acheter, elle avait même pas 1 kilo à me vendre. Ouais. Parce que Tout est déjà tout était déjà vendu, elle à l'avance l'avait même, tu me à dis, hein. l'avance, Ouais. et elle vend tout presque 6 mois à l'avance quand elle Ok. commence à voir la quantité qu'elle peut arriver à produire. Et tout est déjà acheté et c'est un cacao de très très bonne qualité. Et pendant que le marché, on regardait des fèves, on pouvait les ouvrir et commencer à les manger. Et tout le monde me disait, ah, mais mange pas les fèves crues. Normalement, ce que tu fais, c'est tu manges le mucilage et Ouais. après, tu peux soit jeter ou soit garder la fève pour Ouais. le laver, le sécher. Ouais. Et moi, je mangeais tout. C'était tellement bon Ah ouais, et même la graine crue surtout comme plus ça, ouais. blanc, c'est Ouais. pas très astringent. Si Ok. c'est très tannine, c'est beaucoup plus astringent. Mais non, c'était vraiment très très bon, des amandes énormes. Mais bon,
Et elle n'avait même pas d'intérêt à faire l'exportation, justement parce qu'elle disait, j'arrive à tout vendre ici, je préfère que ça reste Ah à bah oui, Mexique. c'est clair. Et elle n'a aucun souci de vendre ses produits. Ouais, comme quoi, donc là, ça montre quand même qu'il y a encore de la place pour du chocolat, du cacao de première qualité, fermenté, et que donc il y a des opportunités, comme on le disait, et qu'il y a vraiment plein de potentiel pour les producteurs qui veulent vraiment s'impliquer dans le super cacao. Après, c'est vrai que ça, c'est spécifique au Mexique. Probablement que Mhm. dans un autre pays, c'est d'autres réalités. On peut pas généraliser sur le monde entier, mais en tout cas, au Mexique, le cacao est porteur aujourd'hui, quoi. Et oui, déjà en parlant avec elle, il y a ces gros problématiques aussi où il n'y a pas beaucoup d'union entre les producteurs de cacao. Et elle me disait qu'il y a ces lignes très fontaines, ces frontières très fortes entre les producteurs de cacao qui sont un peu plus âgés et les jeunes, parce que les gens, ils ont envie de faire des choses et de changer les choses, mais les gens qui sont un peu plus âgés, ils sont où ils ont vécu et tout l'arrivée de l'industrie pétrolière où dans les arrives, ils voulaient vraiment détruire toute cette Ah oui. union et commencer vraiment à se mettre dedans, beaucoup de personnes qui ont sorti un peu impliquées avec beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui faisaient des copies d'un à autre. Alors, c'est ces générations aussi qui commencent à dire, OK, attends, si mon grand-père et mon père et la famille, depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont fait les cacao, il faut qu'on les reprend et qu'on commence à faire une union. Alors, cette union commence à se former, Ah ouais, petit à c'est un petit. renouveau, ouais, c'est Exactement. excellent, trop bien. Et je trouve que ça va beaucoup aider. Bon, déjà, le dessin, j'adore. Et il est magnifique, ouais. Ah ouais. Et avec une chocolatière, une fois, il m'a dit, j'aime bien que la tablette dans le visage directement quand tu l'ouvres, comme ça tu as la surprise quand tu le vois et tu vois pas les derrière. Ah ouais, Et je trouve effectivement, que oui. ici, ça m'a provoqué ces sensations. C'est vrai, ouais, Je bien, c'est un l'ouvre très et beau. on voit, Waouh. il y a beaucoup de fleurs. Ouais, Et le dessin, c'est assez simple, mais super spécial. ouais, Ça brille encore et celui-là, un petit peu. Ça, c'est pas blanchiment. Ça, c'est... ouais. Et là, non, non, elle est très bien. Après, c'est vrai qu'elle est très détaillée au niveau de la moulure. On a vraiment des ornements autour des petites fleurs qui sont très très fins. C'est du beau travail, hein. Le moule est très bien conçu. Moi, je trouve ça magnifique. Mhm. On est dans un 77% de cacao Ah, et c'est une tablette marron légère, légèrement rouge, mais je ouais. dirais chocolat au lait. Ouais, très, bah ça c'est l'amande blanche du coup qui fait Oui, cet effet-là. Ouais, c'est ça. Ça me fait exactement. penser. On en avait un de Colombie, de Hacienda Betulia, d'amande blanche. Et c'était un peu les mêmes teintes. C'est vrai que les clients étaient surpris de la couleur et pensaient que c'était du chocolat au lait. Et ah bah j'ai hâte de goûter là. C'est le packaging, le cartonnage est très sympa aussi avec une petite dorure. Et ils ont mis aussi un petit map pour dire spécifiquement où se trouvent les productrices, la productrice. Je Ici. vois pas où ça. Ah oui, en haut, d'accord. Ah ouais, trop bien. C'est ouais, ouais, c'est précis. Ouais. Et je vais rajouter ici que c'est la même région comme Alcalco que celui qu'on a goûté avant. D'accord. Alors oui, comme Alcalco, tous les producteurs que j'ai visités, ils sont dans comme Alcalco. Et c'est ça ma question, parce que moi, je connais absolument pas le Mexique. Et il pousse pas partout, le cacao. C'est certaines régions spécifiques. Oui et non. Alors oui, c'est certains endroits spécifiques, mais ça se donne dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Je vais te montrer un petit map et après je vais essayer de les mettre dans les vidéos de YouTube. Surtout, ça se donne dans le sud du Mexique, on va dire très très proche au Guatemala et Honduras. C'est cette région ici en bas. Je suis allée à la région, on va dire, nord du sud du Mexique. D'accord. Mais ça peut pousser dans tout cet endroit ici. D'accord. C'est marrant, c'est un peu sur les pourtours du pays. Et là, C'est les régions plutôt humides. ouais, Ouais. je visualise pas, mais c'est parce que c'est connecté à des mers ou des océans. Exactement. C'est les D'accord. océans.
Et qui amène ici, l'humidité, par quoi. exemple, ce qui est très intéressant, c'est que presque tout ça, c'est le désert. D'accord, donc tu as la Ouais, partie du nord du pays qui est un désert, oui, et après, plus tu descends, plus c'est tropical, et sur exactement. les côtes, il y a plus d'humidité, et Oui. donc c'est là que le cacao peut pousser, quoi. Et je veux dire aussi que peut-être que vous avez écouté, surtout pour les cafés, par exemple de Veracruz, de Chiapas, il y a beaucoup de cafés qui viennent de ces régions. Les deux, ils sont régions producteurs de cacao, justement D'accord, c'est les parce que mêmes terroirs. c'est très proche. Les cafés, normalement, il a besoin d'un peu plus de hauteur. Le cacao, il n'a pas besoin, et D'accord, surtout si ça fait froid, et ça va faire mal. Mais normalement, où tu trouves des cacao, tu peux trouver des cafés, peut-être d'un peu moins de qualité, mais tu peux trouver aussi. Et si tu vas plus haut, tu vas trouver plus de café que de cacao. ok. Mais oui, ça pousse un peu partout, mais toujours dans les endroits très très chauds. J'ai très hâte d'écouter. Allez, Je vais y aller. Une texture super souple. Ça fond très bien, très rapidement. c'est extrêmement délicat, et à la fois la texture est très soyeuse. Moi, j'aime bien, je le trouve un petit peu plus consistant quand même que le premier qu'on a goûté, qui fondait plus Mhm, vite. Mais après, je pense que comme il y a plus de cacao, mine de rien, 7% de plus, mhm. ça compte. Et j'aime beaucoup justement cette texture un peu plus épaisse qui va prendre un peu plus de temps à fondre. Et enfin, c'est tout en douceur. Et là, j'ai à la fin, alors que pour dire fini, là, il y a un rétro olfactif qui est en train de s'ouvrir, qui est un beau bouquet de fleurs. Mhm. Je dirais une légère acidité et qui rappelle un peu des fruits, mais c'est très 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 légère. Mm. Légèrement aussi épicé, mais aussi c'est très légère. Je trouve pas un arôme qui. Après, au niveau du sucre, je me posais la question, qu'est-ce qu'ils utilisaient? A priori, c'est du sucre blanc. Sucre, enfin, de canne, hein, mais Ah oui, raffiné. Bah, je sais pas, tu me diras. Je sais pas lire oui, sucre de l'espagnol. canne. Ouais. Ouais. Ouais, Ça si c'est pas, spécifique ouais, pas. dans ce cas-là, c'est plutôt du blanc. Mhm. Mm. Mhm. Et oui, bon, c'était très intéressant aussi visiter la ferme Las Elias aussi parce que avec eux, j'ai réussi à voir la fermentation. On a même fait les tests et découvert les différentes amandes et là un projet très intéressant où les chocolatières pourraient aller et rester pour travailler une saison de cacao pour ceux qui vont faire le découvrement. Et elle n'est pas ouverte pour le tourisme. C'était D'accord. vraiment quelque chose que j'ai eu la chance d'arriver à travers des Viridiana. Mais s'il y a des chocolatières qui ont la curiosité, ils acceptent des chocolatières qui vont vraiment aller travailler un peu fermentation et voir qu'est-ce que ça fait, tout le process, on va dire, D'accord, ouais. de Et vraiment travail. pour des gens, elle ouvre ses portes uniquement à des personnes très intéressées du métier voilà, qu'il y ait un vrai partage métier, hein, finalement, Mhm, et passion, juste du exactement. tourisme de base, entre guillemets, quoi. Oui, oui, oui. Surtout parce que comme Waouh. le travail Moi, est ce un que peu bien j'adore, travaillé. c'est ce raffinement, aussi là, j'ai l'impression que dans ce nouveau élan du cacao, autour du cacao au Mexique, il y a vraiment une recherche de qualité. En tout cas, les gens que tu es allé voir, c'est hyper inspirant. Ça me fait vraiment plaisir, et j'espère que nous aussi, on pourra se connecter comme ça aux producteurs et travailler Mhm. ensemble en direct également pour voilà, enfin, partager tout ça. C'est génial, quoi. Oui, oui, oui.
J'ai beaucoup de choses encore à partager, mais je crois qu'on a fait déjà un épisode assez long. Ouais, c'est vrai. Alors, je crois qu'on peut goûter une dernière petit chocolat et après on laissera plus d'informations pour la prochaine Et ouais, du coup, fois. on se lance un deuxième épisode après sur le Mexique pour faire un petit peu la suite, parce qu'on a encore beaucoup de tablettes à goûter. Même, Oui. je pense qu'on en goûtera sur d'autres épisodes également. Ah C'est oui, ça génial, c'est sûr. hein. Sinon, on va finir jamais. Et donc, c'est super. Bah ouais, on peut s'en goûter un petit dernier avec grand plaisir. Bon, j'ai beaucoup parlé sur la hacienda de Viridiana, alors je vais ouvrir le chocolat de cette productrice. C'est une productrice de cacao, mais ils commencent à faire un petit peu de chocolat. Ils ne sont pas des chocolatières, alors la texture va être un peu différente à la texture qu'on trouve normalement dans les chocolats. Mais ouf, j'ai trouvé de toute façon très très bon et je te laisse regarder un peu l'étiquette. C'est une toute petite tablette, vraiment l'idée pour eux, c'est de faire goûter qu'est-ce que D'accord. ça donne leur cacao comme produit final. Et, avec eux, je n'ai pas pensé à les revenir, mais j'ai acheté du cacao aussi. Alors la prochaine fois, Ah on oui? peut comparer avec les cacao aussi, et c'est un emballage tout simple, très joli, qui montre la ferme comme elle est dans la maison où Viridiana avec sa famille l'habite. Et la tablette, c'est une petite tablette de dégustation. Je ne sais pas si c'est 40 grammes, 20 grammes. 20 grammes. Et Et donc ça, ils font tout ça à la ferme. à la Le ferme, packaging, le moulage, ils ont adapté une chambre avec la climatisation pour D'accord? pouvoir faire un peu de chocolaterie dans son petit verre. Et c'est justement avec Armando qui lui conseille pour comment améliorer les process. Et, Ils sont accompagnés par un chocolatier? et Non? C'est quoi? C'est pas qui Armando? spécifiquement, mais c'est surtout qu'ils demandent aux différentes chocolatières de la région et c'est ces générations qui commencent à faire des unions avec d'autres producteurs. Ouais. Alors, ils commencent à s'informer. Ah, quelle machine est-ce que tu utilises? C'est quoi que tu me Ah, il y a du recommandes? partage, Comment ouais, tu trouves super. cette Ah, trop bien. rédaction? Et puis aussi, on peut que espérer qu'il y ait une union des producteurs, mais aussi des chocolatiers Bean to Bar, qui s'associent avec les producteurs et qu'il y a un gros Ça mouvement serait génial. qui donne du poids et de Génial. l'unité, ouais, c'est clair. J'ai visité tout ça avec mon père et mon père lui expliquait les aventures qui c'était pour le monde du tequila et de comment c'était très loin dans les moments, mais finalement ils ont réussi avec le tequila, alors pourquoi pas avec le chocolat? Mm. Ah ouais, je m'en souviens. Mhm, Je me souviens de la première fois que tu m'as fait goûter. J'en trouve la même sensation. Unique. mhm. J'ai jamais goûté ça dans un chocolat, à part dans celui-là, évidemment. J'ai déjà goûté, mais ah, j'ai des plantes, tu sais, je t'avais dit, et je le retrouve exactement. Alors, au nez, j'ai un petit côté tomate verte, je t'avais Mhm, dit, et j'ai encore mhm. senti là. En bouche, j'ai ces plantes un petit peu génépi. Le génépi en France, c'est un alcool de plantes qui a été créé par des moines. Et en fait, tu as tout un mélange de plantes de montagne sauvages Ok, et qui est assez particulier, qui donne une couleur verte en fait. C'est une boisson ok, qui est verte, c'est presque médicinal, tu oui, oui. vois. Et, euh, et là, il y a vraiment cet effluve de plantes de la montagne, vachement Mhm. huileuses, avec des huiles essentielles. Je crois que je comprends ce que tu veux dire comme une concentration très foncée de cercle, c'est ce que je Ouais, et sens ouais, c'est aussi. ça, voilà. Et c'est super intense, ça c'est ça. Ouais. Je ne sais pas quel Moi, j'adore. pourcentage. Bah, je trouve ça, et c'est bien 70. Ah ok, Ah oui, c'est non, non, mais super intense les c'est goûts. très aromatique, ouais, Oh ouais. Il ouais. y a une fraîcheur aussi, hein, un petit côté mentholé Mhm. qui est, Oui, tu les respires à la fin. j'ai pas d'amertume du tout. Enfin, c'est vraiment unique, quoi. C'est incroyable. Mhm. Là, qu'on a goûté quatre tablettes, alors la une et la trois, bah, on sent des similitudes peut-être au niveau de la première. Il y avait un côté fève blanche aussi ou pas?
avec les notes très florales aussi. Ouais, Ouais. il est clair Ouais, aussi. ouais. Hein. Il me fait penser. Et ça, je pense qu'en termes de variété, on doit être assez proche. Oui, même une couleur, c'est Ouais, assez c'est ça. proche, Ouais. ouais. Et puis là, le dernier, c'est un ovni, quoi. Mhm. J'ai encore deux tablettes de cacao de la région à goûter avant de passer vers d'autres régions. D'accord. Mhm. Et puis, bah, merci à toi, Sophia, pour cette très jolie tasse qui va m'accompagner maintenant lors des épisodes. Donc, en forme de cabosse et qui a été faite par un artiste, un artisan, les deux en même temps. Et voilà, une belle contenance, elle est très jolie. J'adore. Franchement, merci beaucoup Non, pour ce c'est avec cadeau. plaisir. Ça va très bien avec les molinillos aussi, que j'espère que tu apprendras à l'utiliser petit à petit. Et oui, bon, merci beaucoup pour... Merci pour ce partage, Sophia. On espère que cet épisode vous a plu sur le Mexique. Vraiment, on a fait un premier plongeon qui est vraiment extraordinaire, je trouve. On a beaucoup d'informations. Et voilà, vous pouvez nous suivre sur Spotify. On est présent sur YouTube également. On a un compte Instagram qui est à chaque fois, dans tous les cas, ça sera Radio Bean to Bar. Et tu as un compte aussi personnel sur Instagram? Oui, et c'est @Sophie Horn. C'est avec un F, SOFIORN. Voilà, et puis Et vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music, etc. Et tous les autres. Et merci encore pour venir partager avec nous. Et si jamais vous avez des questions, des idées, et vous voulez partager quelque chose, et vous avez aussi notre mail, c'est radiovintubar@gmail.com, et pour tout type d'informations. Et bon, j'espère qu'à la prochaine. à la prochaine. Salut. Merci. I don't wanna know if there is any explanation. What you gonna do now that you are in another place? It's for you, my friend, it's for you, my friend. You will always be in my heart. Wherever you are, you will hear my scream. Now, I remember how you were always shining like the sun. Now you're in the sky, now you're with the stars. I can see you dancing with the clouds. I will win for you, no matter what I am.